Bienvenue à Plus de Millage. Aujourd'hui, on va faire le tour du Mercedes-Benz EQE 500 VUS. Évidemment, ceci est la version VUS de la berline EQE. Ça, c'est la nouvelle gamme de véhicules électrifiés Mercedes. On a la EQS, on a la EQS VUS, on a le EQE VUS et on a aussi la berline EQE. Et on a aussi le Mercedes EQB, mais ça, c'est une adaptation d'une plateforme thermique. Ce véhicule-là ici, c'est une plateforme 100% électrique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on va faire le tour du véhicule, on va aller technique, on va aller sur la route, on va tenter de faire une recharge rapide, puis ensuite, je vous donne mes conclusions. Est-ce que ce véhicule-là est un bon choix dans le créneau des VUS de luxe? Allons-y! Bon, faisons le tour maintenant du véhicule. Évidemment, ces véhicules-là ont été pas mal critiqués pour leur design parce que les gens disaient « Ah, mais là, ça a l'air de rien, c'est tout arrondi, ils sont pas beaux. » C'est sûr qu'il y a une raison pour ça. Hein? La grande raison est l'aérodynamique parce que dites-vous que le plus gros composant d'efficacité des véhicules électriques, c'est évidemment la résistance à l'air lorsqu'ils roulent à grande vitesse. Donc, c'est super important pour les manufacturiers de faire des véhicules qui sont aérodynamiques lorsqu'ils sont électriques parce que, rappelons-nous, hein, même si ce véhicule-là a une batterie de 90 kWh, lorsqu'on transfère 90 kWh en équivalent en essence, la règle de 3, la petite règle facile du pouce, c'est de diviser par 9. 90 kWh divisé par 9, ça fait 10. Donc, il y a l'équivalent de 10 litres d'essence à l'intérieur de la batterie. Puis, je ne suis pas en train d'essayer de vous mélanger avec l'essence et l'électricité. Ce que je veux vous dire, c'est qu'imaginez un véhicule de 2400 kg qui est 10 plus gros qu'un Volkswagen ID4, 10 plus gros qu'un Tesla Model Y. Quelle distance ça peut faire avec 10 litres d'essence? Bien, pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que l'aérodynamique est ultra importante ici. Donc, le design que Mercedes a choisi, c'est le plus aérodynamique possible. Regardez le devant de la grille. Puis là, si on retourne le profil, là, voici ce que ça a l'air. Une forme de, je vais dire le mot Jelly Bean, c'est littéralement ça. Mercedes-Benz Jelly Bean SUV. Regardez, moi je trouve que c'est une forme qui n'est pas super agressive, ça ne dérange pas trop, mais effectivement, est-ce que ça commande le prix d'entrée de ce véhicule-là de 104 000 pour la version 500 et 94 000 pour la version 350? Fait intéressant, on ne peut pas ouvrir le capot. Il n'y a pas de frein, il y a de la mécanique en dessous de ça, mais on ne peut pas ouvrir le capot. Sous la colonne de direction, il y a un panneau avec des vis, il faut dévisser, puis là après ça, il y a la clenche pour le tirer, mais c'est le premier véhicule Mercedes-Benz Canada que j'ai. Je ne vais pas les froisser. Je vais leur demander la prochaine fois est-ce que je peux montrer comment ouvrir le capot, mais ce n'est pas recommandé. Donc, en réalité, ils vont probablement me dire non. Mais j'ai vu comment faire. Regardez les roues ici qu'on a, là. Aérodynamique, des inserts en plastique. J'aime beaucoup ce design-là, autant que c'est une belle représentation là, de comment une roue aérodynamique devrait être faite. Donc, voyez-vous, ça, c'est mes goûts à moi. Évidemment, ce n'est pas dans les goûts de tout le monde, mais j'aime bien. Évidemment, la seule grille qu'on a est ici. Vous voyez des petits volets, hein? Vous avez aussi une signature lumineuse à l'avant. Dans le fond, là, cette barre de LED-là court tout le véhicule. C'est assez beau. Faisons le tour. Évidemment, les poignées de porte, c'est un peu comme une Model S. Lorsqu'on s'approche du véhicule, elles sortent. Lorsqu'on verrouille le véhicule, elles entrent. Puis là, si on veut les ressortir, on a juste à poser notre main. Et voilà. Fonctionne assez bien. Port de recharge. Plouc. Et on a... le haillon ici, regardez encore une fois la forme. C'est pour ça aussi que les gens peut-être n'apprécient pas autant le design que les autres Mercedes. C'est relativement simpliste, mais c'est très, très axé sur l'aérodynamique. Une touche ici qui ressemble beaucoup à Volkswagen. Ouvrir le capot, puis la caméra de recul se cache à l'arrière, donc quand même. Ouverture assez carrée, ouverture assez grande, mais vous verrez ici, là, je vais mettre ma caméra en grand angle. C'est pas le plus gros coffre. On parle là, de peut-être 650 à 700 litres. Par contre, on a beaucoup de rangements ici. Vous voyez mon équipement, des sacs, des choses, le balai, c'est assez profond. Donc ça, c'est très bien ici. Les sièges, rabattables à plat aussi. On est maintenant sur le véhicule, protection de la batterie. C'est feutré sous le véhicule. J'ai aucune façon de voir est-ce qu'il y a une plaque de métal, un skid plate derrière le gros panneau feutré. Donc, dans le EQE, axé sur le silence de roulement, probablement. Aucune façon là, pour savoir la protection de la batterie. Il y a une affaire qui est super intéressante sur les Mercedes EQ. Regardez ce panneau ici. Qu'est-ce qui se cache derrière ce panneau? Bien, c'est là qu'on met le liquide lave-glace parce qu'évidemment, on ne peut pas ouvrir le capot pour une raison que j'ignore. Donc, Mercedes a fait travailler ses ingénieurs. Ils ont designé un panneau qui bouge avec un tuyau qui s'en va pour mettre le lave-glace. C'est sûr que d'un point de vue de convivialité,
Tu arrives, tu rouvres, tu verses, c'est très propre. Puis c'est beaucoup moins tannant qu'ouvrir le capot quand il fait froid. Donc c'est une très bonne idée. Mais d'un point de vue de complexité, c'est probablement très complexe. Quelque chose aussi de super impressionnant dans la Mercedes-Benz EQE VUS. Regardez l'angle de la roue. J'ai tourné le volant au maximum. Ce véhicule-là est équipé de la direction 4 roues. On en parlera plus dans l'essai routier, mais regardez. 10 degrés d'angle sous 60 %. Très impressionnant. Rayon de braquage minuscule avec ce gros VUS de 4,8 mètres de long. Ça, c'est ma fonction préférée du véhicule, je crois. Maniabilité exceptionnelle en ville. Je vais vous montrer là, la direction aux 4 roues. Dans le miroir, c'est la meilleure façon de le voir. Regardez, j'ai tourné le volant complètement vers la gauche, complètement vers la droite. Ah, c'est vraiment impressionnant. Bon, parlons maintenant de l'habitacle du EQE. Qualité de construction, évidemment, c'est un véhicule assez cher, assez bonne. Par contre, il y a des choses importantes à savoir. Plastique dur ici, plastique dur ici. Donc là, Mercedes a essayé d'aller couper des coups un peu. Les Mercedes ont des plastiques durs, mais ça m'a surpris ici. Regardez, la vis est apparente. OK, mais l'assemblage, excellent. Ce petit feutre ici, là, très, très bien. Une ligne ici cuivrée avec l'éclairage ambiant qu'on ne voit pas parce qu'on est en plein jour. Commande de siège, c'est pas tactile, c'est juste des petits boutons qui ne bougent pas beaucoup, mais c'est un peu bizarre ça, mais ça fonctionne très bien. Poignée de porte. Et ici, là, on est en cuir, là. Et ça, c'est en métal, là. Très, très intéressant au toucher. Évidemment, vous avez l'excellent système de son Burmester avec la petite plaque qui me fait pas toujours penser à un microplane là, pour râper du parmesan. Mais d'un point de vue de qualité de construction, c'est bien. Est-ce que ça commande 127 000 $? Je suis pas sûr. Oh, les sièges de la EQE. Wow! Capitonné, souple, extrêmement confortable. Siège massant, siège à plusieurs positions, enveloppant. On peut bouger l'angle de l'appui-tête, on peut le monter, descendre. On peut tout faire avec ce siège-là. Chauffage extrêmement performant, ventilé. Il n'y a rien à dire ici. C'est le confort que vous cherchez. Par contre, position de conduite très, très haute. Je vais vous expliquer dans la section conduite du vidéo pourquoi la position est très, très haute. Énormément de rangement dans l'habitacle du EQE. Là. Ici, là, on a comme le panneau du tableau de bord qu'on pousse ici. 2 porte-verres USB-C. On peut charger notre téléphone sans fil ici. Il y a du rangement. Puis ici, on a comme un panneau de commande principal. Démarrer le véhicule. Feu de positionnement. Volume. Système audio. Caméra. On appuie là-dessus. Cling. On a une vue 3D du véhicule. C'est un peu capoté. Mais on voit ça là, maintenant dans les manufacturiers de luxe. Même chez Toyota, Lexus, on voit ça. Menu d'efficacité EQ. La batterie, regardez comment c'est intéressant ça. On nous dit la vitesse maximale de recharge au statut de charge en fonction de la température. Plein de menus ici, graphique de consommation. Super, évidemment la consommation est élevée, là, je fais juste des petits ronds. Là. Mais ici, vous avez tout. C'est comme le menu principal de navigation. L'autre bouton, paramètres du véhicule, tout ça. Là. Assez convivial d'avoir des boutons là. Colonne de direction, très beau volant Mercedes. On a 2 pavés tactiles ici. Ce pavé tactile ici contrôle l'ordinateur de bord, le combiné d'instruments, et celui-ci ici contrôle l'écran central. Donc, vous avez plusieurs façons de contrôler l'écran central dans ce véhicule-là. Vous pouvez le faire par le pavé tactile. Vous avez un bouton retour aussi, hein, retour. Vous avez un bouton accueil, l'accueil. Ça, c'est très bien. Commande de climatisation ici, là, on est à off, mais c'est assez traditionnel. Là. Il y a tout ce que vous voulez. C'est un véhicule avec une thermopompe comme chauffage et évidemment, la chaleur des moteurs et de la batterie peut être redirigée vers l'habitacle et ça aussi, ça favorise l'efficacité du véhicule. Tableau de bord, je n'irai pas super dans le détail, là, mais c'est un tableau de bord qu'on peut configurer avec plusieurs modes. Personnellement, le meilleur mode que j'ai trouvé, c'est le mode classique avec les 2 compteurs. On a un affichage tête haute que vous ne voyez pas, mais il est extrêmement complet, même que dans l'affichage tête haute, on voit la carte du système de navigation ici. Donc, quand on conduit, c'est super. Puis pour ce qui est des aides à la conduite ici, qui est une suite extrêmement complète, bien, sur l'autoroute, là, je vais vous en parler là, du fonctionnement, changement de voie automatique. C'est un autopilote très, très, très avancé, donc c'est super. Aussi, le levier de vitesse, regardez, c'est un peu comme dans la Mercedes Classe A et chez les Tesla Model S, tout ça. C'est rendu très, très traditionnel des leviers de vitesse comme ça. Moi, j'aime bien. Parlons maintenant de l'écran ici qui est immense, le Hyperscreen. Le Hyperscreen, c'est une option à 9 000 $ sur ce véhicule-là. L'écran est vachement immense. Et voyez-vous, là, il est toujours sur le système de navigation. Là, voyez-vous, on est dans la région de Toronto. Très smooth, hein? Puis regardez, on fait un peu comme les ID4. Là, on vous représente votre autonomie maximale. Là, on est à 29 % en ce moment. OK. Bouton d'accueil, comme je vous disais. Ploup. On a toutes les applications, médias, radio, info.
On pourrait passer des heures sur ce système-là, donc on ne passera pas des heures sur ce système-là, mais tout pour vous dire que c'est relativement convivial. Comme je vous dis, le menu IQ, EQ, c'est pour tout ce qui est trait aux véhicules électriques. Ensuite, lorsqu'on appuie ici, confort, c'est un autre menu qui est très important. Massage pour les sièges, éclairage ambiant, Energizing Comfort, c'est comme un programme, un peu comme Hyundai fait, là. Les sons de la nature, c'est le même genre d'affaires. Setting pour les sièges chauffants. Ce qui est drôle, il n'y a pas de bouton à ce que je m'échappe, là. En fait, j'en ai pas trouvé, pour activer le chauffage du volant. Donc, il faut soit le dire « Hey Mercedes, How can I help? can you start the heated steering wheel? » Okay, I'm switching on the steering wheel heating. Il y a ça. Et aussi, ce qu'on fait, quand on fait Additional Steering Wheel Heating, lorsqu'on appuie sur le siège chauffant ici, ben, ça met à on. Fait que dans le fond, c'est ce que je vous conseille de faire, là, de jumeler le volant chauffant avec les sièges chauffants. On peut faire plein d'affaires capotées aussi. On peut varier où est-ce que la chaleur va se représenter sur le siège. Évidemment, on peut vraiment aller dans le détail dans ce véhicule-là, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est le positionnement automatique du siège. Voyez-vous, là, je l'ai placé à ma grandeur, à peu près 175-177 cm. Mettons, je mettrais 220, le siège bougerait automatiquement. Puis ça donne une position de conduite qui est adaptée pour le système d'autoconduite du véhicule. C'est un peu ça que j'ai compris. Pour que les caméras là, qui sont cachées ici puissent vous voir là, en relation avec le volant et l'angle du tableau de bord. Vous avez aussi Android Auto dans ce véhicule-là et CarPlay sans fil. Regardez, on appuie ici dans le haut. Pouf, on tombe dedans. Mais le système de navigation est relativement performant. Je n'ai pas utilisé Android Auto jusqu'à présent. Puis on appuie sur la petite maison. Pouf, on revient. Regarde l'intérieur, vue d'ensemble, comme je vous dis, une très belle continuité là, avec l'éclairage ambiant qui fait le tour du véhicule. Les bouches d'aération bien intégrées. Contrôle des sièges, tableau de bord. Tu sais, c'est un intérieur où il fait bon vivre. Est-ce que le design va plaire à tout le monde? Je ne le sais pas, mais c'est le nouveau langage de design chez Mercedes, surtout pour les véhicules électriques. Moi, j'aime bien. Me voici dans les places arrière du EQA SUV. Vous voyez l'assise du siège très, très haute. Ici, on favorise vraiment le confort des passagers. Je peux allonger mes pieds, les mettre sous le siège. Le siège est à une hauteur normale. Petit panneau ici. On a un contrôle là, pour la climatisation, siège chauffant, tout ça. Mais c'est probablement le véhicule électrique où est-ce que j'ai été le mieux assis depuis qu'on essaie des véhicules électriques à plus de millage. Wow! Ça pour faire de la longue route, exceptionnel. On a un accoudoir. On est très bien ici et la qualité des matériaux est égale à ce qu'on voit à l'avant. À quoi ressemble la gamme du EQA SUV? Bien, de base, on a le EQA 350 avec 407 km d'autonomie, 2 moteurs, mais une puissance autour de 270 chevaux. Et à l'essai, on a le EQA 500 qui a 433 km d'autonomie et une puissance allant de 400 chevaux. Je vous rappelle que les deux véhicules ont une batterie de 90 kWh utilisable, donc c'est quand même une assez grosse batterie, et une vitesse de recharge annoncée par Mercedes en pointe de 170 kW, ce qui fait que vous pouvez faire théoriquement une recharge rapide 10-80 % autour de 30 minutes. Le prix de départ de la version 350 est de 94 000 $ et le prix de départ de la version 500 est autour de 104 000 $, mais dans le véhicule à l'essai aujourd'hui, on a en masse d'options, hein, le Hyperscreen à 9 000 $, la couleur et d'autres options. Là, on tourne autour de 127 000 $. Au volant du EQA 500 VUS SUV, là, dans le fond, Mercedes l'appelle SUV, mais bon, c'est pas grave. Véhicule quand même de 127 000 $ avec toutes les options qu'on a dans ce modèle d'essai, mais ça commence à 104 000 $. On parle d'un véhicule quand même assez dispendieux, évidemment. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de naviguer vers une borne 180 kW, là, Shell Recharge, une borne ABB, c'est pas important. Mais ce qui est super important à savoir pour vous, c'est que oui, dans les Mercedes EQ, EQE, EQS, EQB, bien, la gestion de la température de batterie, pointer des bornes, c'est relativement intuitif. Il y a un mais ici, un gros mais, le réseau de bornes de recharge dans le système de navigation Mercedes, c'est pas tous les réseaux de recharge. Electrify Canada est absent, Petro-Canada est absent, mais on a un circuit électrique ChargePoint, Shell et Flow. Ça, c'est ce que je vois là, dans la région de Toronto, puis je suis allé voir la carte là, au Québec. Donc, au moins pour le Québec, c'est pas pire. Et qu'est-ce qui est intéressant? Là, le véhicule fait un changement de voie tout seul, là, parce que, évidemment, tout ça est automatique. Hein? La vitesse du régulateur de vitesse est un peu plus haute que la limite de vitesse. Ah, on s'en va dans la voie de gauche et on dépasse tout le monde. Hein? Ça se fait tout seul. Très intéressant.
ce que je vous disais, ce qui est important, si j'appuie ici sur ce menu-là, EQ, et je me rends dans Charging, en ce moment, la batterie est en train de se chauffer toute seule. C'est annoncé, j'ai mis ça en mode automatique. Puis là, on me dit qu'actuellement, si je brancherais maintenant sur cette autoroute, j'aurais 97 kW de vitesse maximale. Donc, la batterie n'est pas encore à sa température maximale. Regardez, 98 déjà, ça monte tout seul. Superbe. Donc, on s'en va recharger parce que je suis en statut de charge. Je m'en vais faire justement la revue que vous êtes en train de regarder. Vous comprenez, ça se fait comme à l'envers, mais c'est pas grave. Hein? Les films sont tous filmés à l'envers. Bien, nos vidéos sont filmées à l'envers aussi. On essaie d'optimiser le temps toujours. Parlons de la conduite de ce véhicule-là. Bien, je vais réutiliser mon mot que j'utilise tout le temps, mais là, c'est comme au carré. C'est serein au carré. Hein? Confort. Mon siège est en train de masser puis est en train de chauffer. Je suis sur le régulateur de vitesse adaptatif suivi de voie, le Distronic Plus de Mercedes. Les changements de voie se font tout seuls et se font manuellement si vous voulez. Mais c'est la qualité de la calibration de ce système, c'est vachement impressionnant. J'ai fait le défi 500 km 100% du temps sur ce système-là. C'est pas dérangeant, c'est pas intrusif. Ça reste centré dans la voie, ça peut prendre des sorties d'autoroute, ça prend les courbes. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il n'y a que Tesla qui accote Mercedes ici dans ce qu'on a pu tester. Évidemment, Tesla a une vocation différente à son système d'assistance à la conduite. Ils veulent rapidement amener ça à de la conduite complètement autonome. Ça fait que l'humain interfacé avec ce système-là, c'est un peu moins convivial dans les Tesla que, selon moi, dans ce véhicule-là ou dans les autres véhicules, puisqu'il y a beaucoup moins de boutons pour cancel, resume, augmenter la vitesse, diminuer la vitesse. C'est un choix personnel. Regardez, je vais initier un changement de voie ici. Petit clignotant, nanana. Change de voie, c'est une vraie blague. Puis là, ce qui va arriver, c'est que probablement qu'il va vouloir dépasser le BMW X5 en avant de nous, il va se retasser là, momentanément. Et par exemple, aussi, si vous seriez sur un embranchement autoroutier, le véhicule au préalable va changer de voie automatiquement, puis il va aller prendre l'embranchement autoroutier. Évidemment, vous devez naviguer vers une destination. Il ne va pas choisir l'autoroute tout seul. Niveau sonore dans la cabine, bien. Le véhicule est sur les pneus 4 saisons. Là. En Ontario, on n'a pas besoin d'avoir de pneus d'hiver, c'est pas obligatoire, donc il est sur les pneus OEM, comme on dit. Niveau de sonore dans la cabine, bien, malgré que, contrairement à la EQS berline, les vitres des deux côtés ne sont pas doubles. On voit ça dans les Tesla, les vitres à l'avant sont toujours doubles. Le niveau sonore n'est pas peut-être le meilleur de toute l'industrie. Il est bien. Regardez, clink, il fait le changement de voie tout seul. Mais c'est un véhicule, lorsqu'on est à basse vitesse sur un boulevard puis on pèse à fond, là, le nez du véhicule, il lève. C'est impressionnant. Au début, je me disais, on a probablement une suspension à l'air, ce véhicule-là. Non, ce modèle-là particulier n'est pas équipé d'une suspension à l'air airmatique. Donc, c'est juste une suspension traditionnelle. Mais bon, hein, confort sur l'autoroutier, c'est princier, c'est sublime, c'est somptueux. Aussi, visibilité tout autour, excellente. La lunette arrière relativement grosse. C'est très bien, je suis vraiment content. Une bonne visibilité. On voit bien le nez. Sur ce véhicule-là, il y a une panoplie de caméras. Hein, je vous l'ai montré dans la vidéo. C'est juste très confortable, serein. C'est une expérience typique Mercedes. Mais tu sais, c'est pas une expérience typique Mercedes-AMG, c'est vraiment une expérience relaxante, typique Mercedes. Prévisible aussi. Mention spéciale. Pourcentage de la batterie là, dans le système de navigation. Super précis. Vous allez toujours arriver 1 ou 2 % en haut. Donc, on ne se stresse pas avec ça. L'autonomie, je vous dirais, on est l'hiver, elle est moyenne, hein, parce que c'est un véhicule avec 433 km d'autonomie EPA, NRCan. Évidemment, sur l'autoroute, à 110 km/h, sous les moins 10, vous allez faire 260, mettons. 260 km en mode éco. C'est pas extra, mais sur l'été, je suis convaincu, puis on va le réessayer l'été, que vous pouvez probablement sur l'autoroute faire 350 km et plus. Donc ça, c'est quand même assez bien. Mais c'est ça l'expérience sur autoroute du EQE. SUV, c'est la voiture, c'est la meilleure voiture que j'ai conduite sur l'autoroute. Évidemment, je n'ai pas conduit toute l'industrie, je n'ai pas conduit de Rolls-Royce et de Bentley, mais des véhicules, évidemment, on ne les a pas toutes mis sur vidéo hein, depuis qu'on fait ça, mais des véhicules, on en a testé énormément. Et je vous dirais que c'est la meilleure expérience sur l'autoroute que j'ai jamais eue. Donc, un A+, ici pour le EQE. Bon, on recharge dans le EQE. Déception. Le câble de la borne est un maximum de 200 ampères. Donc, je suis pogné à 67 kW, à 200 ampères capé, parce que ces véhicules-là ont un battery pack avec un voltage nominal de 327-328 volts. Donc, ça prend énormément d'ampérage sur la borne pour avoir les vitesses là, que Mercedes nous annonce, au-delà de 170 kW. Donc ça prend 500 ampères pour faire ça.
Le réseau au Québec, la plupart des bornes 180 kW ont des câbles de 400 A. Faire attention. Cette borne-là, c'est un peu comme les premières bornes 180 kW qui ont été installées au Québec. C'est un câble de 200 A, donc on est limité à des vitesses de M, hein, des vitesses de M. Donc là, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que le petit indicateur ici, là, borne, comme ça dit que vous êtes D-rated. Dans le fond, la voiture demande beaucoup plus que ce que la borne vous donne. Donc, au moins, on vous le dit, là. Il y a une petite légende ici qui vous explique là, toutes les choses. Donc, là-dessus, c'est très bien. Mais voyez-vous, les choix technologiques de Mercedes sont vraiment adaptés à l'Europe où les chargeurs là, 500 A, c'est extrêmement, extrêmement commun. Puis au Canada, ce ne l'est pas, donc vous êtes limité. Si vous voulez charger ces véhicules-là à des vitesses plus rapides, Electrify Canada, Petro-Canada et évidemment circuit électrique, mais ne comptez pas sur les autres réseaux. Puis malheureusement, c'est les réseaux qui sont dans le système de navigation ici, donc déception. Mais dans le défi 500 km qui va être affiché juste ici, j'ai fait des recharges rapides beaucoup plus convaincantes, mais évidemment, j'étais à côté dans le câble à 300 A, donc 112, 100 kW. C'est vraiment le réseau de recharge ici là, qui limite le véhicule. Donc après notre petite recharge décevante à cause encore une fois du câble de 200 A, on est maintenant sur les boulevards puis les routes de ville. Ce qu'on remarque immédiatement lorsqu'on conduit un EQE ou un EQS, c'est que nous avons de la direction aux 4 roues. Donc sous 60 km/h lorsqu'on tourne le volant, les roues arrière peuvent aller chercher un angle de 10 degrés, ce qui réduit le diamètre de braquage de façon significative. Là. Je veux dire, on peut faire des virages en U sur des rues à 2 voies avec ce véhicule-là sans problème. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, le Cybertruck fait ça, mais Mercedes fait ça depuis qu'ils ont lancé la gamme EQ. Et évidemment, il y a plein d'autres véhicules qui font ça. La Porsche 959 faisait ça dans les années 80. C'est pas nouveau. Là. Sauf que, dans le fond, d'un point de vue de maniabilité, c'est superbe. C'est un véhicule relativement puissant. On parle de 400 chevaux, 630 livres-pieds de couple, avec 2 moteurs, batterie de 90 kWh. Évidemment, c'est un gros véhicule. Ça pèse 2400 kg, donc c'est très lourd. Mais ce qui est fascinant, c'est que c'est plus léger de 100 kg qu'un Nissan Ariya, le Nissan Ariya qu'on a testé précédemment. OK. Mais sinon, tout va bien. C'est beaucoup plus silencieux, évidemment, en ville, là, parce que, évidemment, on roule moins vite, mais c'est une expérience tout à fait convenable. Freinage régénératif est très fort. Et comme les produits Hyundai, avec les petites palettes sur le volant, on peut choisir 4 niveaux, soit le niveau fort, le niveau que moi j'aime, c'est ce que vous allez retrouver dans les Tesla, la Chevrolet Bolt. Le niveau normal, que c'est comme les ID4, un peu aucune récupération, zéro, et intelligente. La récupération intelligente, ce que ça fait, c'est que sur l'autoroute, ça laisse le véhicule aller. Puis évidemment, si vous vous rapprochez d'un autre véhicule à l'intérieur du gap que vous lui avez laissé sur le régulateur de vitesse, il va ajuster la vitesse, mais vous n'êtes pas sur le régulateur de vitesse. Et en ville, vous roulez, vous lâchez l'accélérateur, le véhicule ne ralentit pas vraiment. Il y a un véhicule qui est immobilisé devant vous et tranquillement, pas vite, on va faire un arrêt complet. C'est particulier, mais sur l'autoroute, ça marche extrêmement bien. Mais pour la ville, moi, je mets ça en récupération forte. Position de conduite de ce véhicule-là, c'est une position de conduite haute. Je suis assis très haut. Moi, je suis une personne qui s'assied assez bas dans les véhicules parce qu'en plus, l'angle du tableau de bord ici est assez prononcé. Et si vous baissez votre volant, bien, vous ne voyez pas la vitesse passer 40 km/h, puis après ça, vous voyez 160 km/h. Donc, vous ne voyez pas 40 à 160. C'est assez... ça, j'aime pas bien ça. Donc là, je remets ça en mémoire numéro 1. Puis évidemment, on est siège affecté. Et aussi, il y a 2 caméras qui regardent le conducteur pour le système d'assistance à la conduite. Et évidemment, lorsque vous baissez votre volant, il va vous dire « Non, 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 remonte le volant pour que je te voie, bonhomme. » Donc, hein, la voiture, elle vous check pas mal. C'est somptueux comme confort. On est bien assis, aucune sonnette. Voiture très solide. Voiture d'ailleurs qui est assemblée aux États-Unis. Dans la même usine là, qui est là dans le sud des États-Unis depuis 3 décennies, là, Mercedes-Benz. Évidemment, c'est là que la classe ML a commencé dans les années 90. Et pendant un certain temps aussi, on a fait les classes C. J'ai un ami qui a une Mercedes-Benz C43 2018. Puis dans le fond, elle a été faite dans cette usine-là. Puis aujourd'hui, cette usine-là assemble le GLE, le GLS, le EQS SUV et le EQE SUV, qui d'ailleurs n'a pas le même empattement que la berline EQE sur laquelle partage la plateforme. Les dimensions sont un peu différentes. Mais essentiellement, là, si vous conduisez ce véhicule-là, vous allez trouver qu'en ville, c'est vraiment impressionnant à conduire de par son très petit rayon de braquage. Stationnement souterrain à la maison, 4e niveau de sous-sol, faire le colimaçon, descendre, aller stationner ça de reculons, là, wow! Tellement facile comparé à d'autres véhicules qu'on a essayés. Là-dessus, chapeau Mercedes.
J'aimerais voir d'autres constructeurs là, sur des gros véhicules adopter, dans le fond, la direction là, aux 4 roues. C'est très, très bonne aide pour tout le monde. Mais sensiblement, ici, c'est un comportement Mercedes. On est bien, hein? On commande la route. Si on veut de l'accélération, on accélère. Puis vous voyez, le véhicule très mou, hein? Le nez décolle. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je pensais que c'était la suspension à l'air qui faisait ça, mais la suspension à l'air n'est pas installée sur ce véhicule-là. Donc, c'est une autre option qu'on n'a pas. Mais bon, dans le fond, c'est pas sport ici, hein? C'est mou. Hein? Mais sinon, direction précise, facile à placer sur la route. Puis comme je vous dis, très petit diamètre de braquage. Très petit rayon de braquage, excusez-moi. Superbe. Dans ce véhicule-là aussi, on a des fonctions super particulières et intéressantes. On a la navigation avec la réalité augmentée. On approche un virage ici, là, à l'intersection. Puis ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir une vue de devant du véhicule qui est par les caméras ici, qui va s'afficher avec une représentation 3D de la direction que vous devrez prendre. Regardez, ça se passe actuellement. Donc là, moi, je dois me ranger dans cette voie-là ici. Regardez bien ce qui va arriver. Je ralentis. Je ralentis. Regardez, il y a un panneau là, qui se présente, un panneau flottant en 3 dimensions. Là, ce que je trouve bizarre, c'est que mes yeux doivent être vraiment bas pour aller voir ça. Puis regardez, il y a un piéton ici. Je vais le laisser passer, évidemment. Mais c'est fou, là. Ça te dit, tu tournes sur Eglinton ici. Traffic Light View. Là, je mets mon clignotant. Et regardez bien ça, là, je tourne. Wow, le diamètre. Le rayon de braquage est tellement petit. Accélérateur à fond. Wow! Ah, c'est puissant, mais tellement mou. Mais bon, expérience très convaincante dans le EQE 500 SUV. Évidemment, est-ce que ça vaut 127 000 $? Je vais vous laisser décider. Mais c'est de l'excellent travail de la part de Mercedes. Et voici ce qui met fin à notre revue du Mercedes-Benz EQE 500 VUS, hein, VUS électrique. Est-ce que j'ai apprécié ce véhicule-là? J'ai apprécié ce véhicule-là énormément. C'est un des meilleurs véhicules que j'ai essayé probablement dans ma vie. Pour ce qui est de... Est-ce que c'est un bon véhicule électrique? Oui, c'est un bon véhicule électrique, mais moi, là, mon gros problème ici, c'est que l'infrastructure de recharge limite grandement ce véhicule-là. Ce véhicule-là a été développé pour des bornes et une infrastructure de recharge qui n'existe pas vraiment dans l'Est du Canada. Ça prend des bornes qui fournissent énormément d'ampérage ici pour avoir les vitesses qui sont annoncées. Et ce n'est pas encore le cas. Lorsque le réseau Tesla Superchargeur sera ouvert, ces véhicules-là, espérons, avec les bonnes mises à jour, la bonne programmation, pourront bénéficier là, des vitesses que Mercedes annonce parce que ces véhicules-là peuvent recharger très vite et à des puissances très élevées jusqu'à un très, très haut statut de charge. Mais malheureusement, dans tous les tests qu'on a faits, l'infrastructure nous a laissé tomber, pas le véhicule. Est-ce que ça commande un prix de 127 000 $ avec toutes les options? Je ne suis pas sûr. Mais Mercedes, BMW et Audi œuvrent dans ce créneau-là, des VUS intermédiaires au-delà de 100 000 $. Donc, le prix de ce véhicule-là est à l'intérieur de sa compétition, mais c'est sûr que pour le commun des mortels, c'est un prix complètement exorbitant, mais au moins, c'est un véhicule de qualité et extrêmement serein. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like, pensez à vous abonner, peut-être même à se joindre à un membre Super Millage, puis voir des vidéos d'avance. Évidemment, je vous laisse réfléchir à ça. On se laisse là-dessus.